Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La justice française face à la pédophilie à Bordeaux. Le procès du meurtrier présumé du petit Larbi a commencé dans un climat très lourd. Et demain, c'est l'affaire d'Outreau qui sera jugée. Une famille et ses voisins accusés d'avoir violé et prostitué une vingtaine d'enfants, dont les leurs. Un nouveau pas franchi vers l'expulsion de l'imam turc Midat Güler. Sa demande d'asile politique vient d'être rejetée. Reçu à Matignon, Dalil Boubaker, président du CFCM, demande une clarification du statut des imams. Le dossier de l'UNEDIC, un accord vient d'être trouvé entre syndicats, patronat et gouvernement. Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohésion sociale, nous le révélera en avant-première. Bonsoir et à tout à l'heure. Dien Bien Phu, une page d'histoire française, commémoration cette semaine du cinquantenaire de cette défaite qui a précipité le retrait français d'Indochine. Soulagement devant les écrans, le virus informatique Sacer n'a pas eu l'effet redouté, les grandes entreprises ont été peu touchées ce matin. Enfin, avis aux jardiniers du dimanche, à quelques mois de l'entrée en vigueur d'une directive européenne, nous évoquerons l'abus des pesticides. Il y a danger pour l'environnement et pour les enfants. Pour commencer donc cette vague de procès sur les affaires de pédophilie. Depuis plusieurs semaines, la Belgique fait face à l'affaire Dutroux. Eh bien, c'est maintenant au tour de la France d'affronter cette réalité avec, à chaque fois, une interrogation sur les ratés de la justice ou des services sociaux. D'abord donc, direction Bordeaux, le procès du meurtrier présumé du petit Larbi, tué il y a 2 ans et demi, s'est ouvert ce matin. Une affaire qui avait provoqué une vive émotion à l'époque. Sur place, David Bazy et Bernard Bonnard. Un douloureux contraste entre Alain Diaz, un accusé impassible qui nie tout en bloc, et une maman qui, durant toute la journée, n'a cessé de pleurer Larbi, son fils de 9 ans, retrouvé étranglé près de cette benne à ordures en décembre 2001, dans le quartier des Aubiers à Bordeaux. Seule la grand-mère, marocaine, par le biais d'un interprète, exprime la douleur de la famille. Ce monstre qui a dû lui arracher la vie, j'avais pas justement le courage de le voir par mes propres yeux. Alain Diaz, déjà condamné pour des agressions sexuelles sur 2 mineurs, nie toute implication, alors qu'on a retrouvé chez lui la chaussure de Larbi et son sperme sur la combinaison qui servait de linceul à l'enfant. Il ne reconnaît rien aujourd'hui, c'est un système de défense comme un autre. Vous savez, il avait reconnu difficilement devant une accumulation d'indices, de faits, de preuves. Et puis maintenant, il ne reconnaît rien. Pour moi, il est totalement responsable parce qu'il est tout à fait lucide, capable d'analyser, de comprendre ce qu'il fait, les interdits. Et quand il ne les respecte pas, il sait qu'il ne les respecte pas. La preuve, c'est qu'il se décharge de ses responsabilités. Lorsqu'il est interrogé sur son passé de délinquant sexuel, la salle est choquée. Alain Diaz dit que ce sont les enfants qui lui demandaient des faveurs. À l'issue de son procès, Alain Diaz risque la prison à perpétuité. Mais au-delà du cas personnel de l'accusé, une question hante les débats. Comment un homme déjà condamné pour agression sexuelle sur mineur peut échapper aussi facilement à une obligation de soins prononcée par la justice et se retrouver aujourd'hui devant la cour d'assises de Bordeaux pour le meurtre d'un enfant? Suite de l'audience demain, et c'est une affaire d'une toute autre ampleur qui arrive devant la justice demain également, celle d'Outreau. Un couple, ses voisins et même plusieurs notables, 17 adultes au total, devront répondre du viol d'une vingtaine d'enfants pendant plusieurs années. Il est même question de proxénétisme. Agnès Gardet, Vincent Kellner. Rossignol, Mésange, Hirondelle, à chaque immeuble son nom d'oiseau. Une cité HLM sur les hauteurs d'Outreau, commune de 15 000 habitants dans la banlieue ouvrière de Boulogne-sur-Mer. Ici, 18 enfants se sont fait violer et torturer au 5e étage de cet immeuble. Il y a toujours une pensée, de toute façon, on en parle encore. C'est vrai que ça marque, quoi, surtout pour les enfants. L'affaire éclate en décembre 2000. Thierry et Myriam Delay font l'objet d'un signalement. Leurs 4 enfants ont un comportement étrange. Questionnés, ils commencent à raconter les agressions, les viols, les orgies auxquelles on les forçait à participer. Ce cauchemar durait depuis 4 ans. On ne connaît un enfant, en fait, que du jour où il est inscrit ou à l'école maternelle, ou dans un centre aéré, ou à la crèche, ou à la maison de la petite enfance, et à l'école primaire. Avant, l'enfant peut complètement nous échapper et on ne le connaît pas. Alors, c'est pas une excuse, mais ça veut dire que là, il y a peut-être quelque chose à faire pour qu'on puisse anticiper, essayer d'arranger. En fait, il y a trop de cas douloureux, quoi. On sort plus la tête de l'eau des moments. Chômage, alcoolisme, violence, autant de circonstances aggravantes. Pourtant, la misère n'explique pas tout. Parmi les accusés, une boulangère, un chauffeur de taxi, un prêtre
un huissier et son épouse. Le procès qui s'ouvre demain devant la cour d'assises du Pas-de-Calais est hors norme. Par la nature des faits d'abord, abominable. Par le nombre de prévenus, 17 adultes sont renvoyés devant cette cour pour viol en réunion, dont 6 femmes. Mais surtout par le nombre de victimes, 18 enfants. 2 d'entre eux n'étaient que des bébés au moment des faits. La justice encore, on en vient à la lutte contre l'islam intégriste. L'imam turc Midat Güler, menacé d'expulsion, est au centre d'une bataille de procédure. L'asile politique vient de lui être refusé et il a été assigné à résidence ce soir par le tribunal de Meaux. Des procédures d'expulsion qui se multiplient. Jean-Pierre Raffarin a voulu rassurer la communauté musulmane aujourd'hui en recevant le président du CFCM, Dalil Boubaker, une communauté qui craint les amalgames et qui souhaite elle-même une meilleure formation des imams de France. Éléonore Gay, Francis Mazoyer. Comment faire en sorte que les imams ne mélangent pas politique et religion? La question était à l'ordre du jour de la rencontre entre Jean-Pierre Raffarin et le représentant des musulmans de France ce matin. Nous avons évoqué les aspects où le CFCM peut apporter sa contribution à la clarification de la situation de l'imam en France, c'est-à-dire la formation, problème très important. Deuxièmement, je dirais la tenue d'une espèce de tableau, c'est-à-dire la liste des imams autorisés à exercer et leur statut. Sur 1500 imams, 9% ont la nationalité française. Les autres viennent des pays du Maghreb ou du Golfe. Moins de 10% d'entre eux sont formés, détachés et contrôlés par leur pays d'origine. 80 viennent d'Algérie, 50 de Turquie et 10 du Maroc. À l'heure de la prière, ce soir à Marseille, les expulsions d'imams ne sont pas toujours bien comprises. C'est pas normal. Il faut qu'ils essayent de calmer un peu là. Je pense qu'il y en a des imams qui dépassent les limites parce qu'on est dans un pays étranger, on doit respecter la loi. En France, il n'existe que 3 centres de formation, dont 2 dépendent de l'Union des organisations islamiques de France. Insuffisant, selon certains. Il faudrait qu'il y ait déjà une reconnaissance de la qualification de l'attribution du poste de l'imama. Donc moi je dirais plutôt il faudrait qu'on aille vers l'obtention d'un brevet d'aptitude à l'imama. Mais pour l'instant, le Conseil français du culte musulman n'a pas de réponse unitaire à proposer. Le dossier de la formation des imams était pourtant prioritaire. Jean-Pierre Raffarin qui présidait aujourd'hui le comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Réunion qui a pris bien sûr un relief particulier après la profanation de plusieurs cimetières ces derniers jours, dont plus de 120 tombes juives en Alsace. Le Premier ministre appelle à une grande cérémonie œcuménique jeudi à Colmar en présence des plus hautes autorités religieuses du pays. Jean-Pierre Raffarin qui estime que le temps de la discrétion est révolu. Il faut en parler, dit-il. On l'écoute. Le racisme et l'antisémitisme se développent dans notre pays. Nous continuons donc les initiatives gouvernementales pour essayer de maîtriser ce phénomène. Il s'agit donc à la fois d'actions de lucidité, de vérité, de mise en avant de ces phénomènes, de cesser la discrétion sur ces sujets pour que l'opinion publique soit consciente de la gravité de la situation, mais également nous développons des actions de répression et de prévention. Oui, cette manifestation jeudi aura lieu en fait à Herlisheim, tout près du cimetière. En bref, l'ouverture du procès de l'ancien ministre Gérard Longuet à Paris. Il est soupçonné d'avoir reçu plus d'1 million de francs de l'époque du promoteur immobilier Cogedim contre 2 rapports qui n'auraient été en fait que des copies de travaux existants. Les faits remontent à près de 15 ans. L'audience doit durer 4 jours. Économie, avec d'abord cette décision qui pourrait prêter à sourire si le sujet n'était pas sérieux. Le gouvernement qui cherche à réduire les frais de l'État par tous les moyens vient de découvrir que plusieurs centaines de commissions administratives étaient inutiles, des structures héritées du passé pour des sujets parfois cocasses. Alexandre Cara, Véronique Saint-Olive. Bientôt, les peupliers n'auront plus de commissions administratives. Tout comme les orgues, ils seront la victime du grand nettoyage de printemps de l'État. Au total, 348 commissions seront supprimées. Un véritable inventaire à la Prévert, avec des exemples étonnants. Comme cette commission d'orientation du cheval, celle-ci de l'acupuncture, ou même celle des vérificateurs d'instruments de pesage. Pour le secrétaire d'État à la réforme de l'État, il était temps de faire le ménage. Faire en sorte qu'on oblige les gens à se réunir 1 fois ou 2 par an pour parler quelquefois d'un sujet qui n'est plus d'actualité, c'est pas une bonne idée. La qualité du dialogue, c'est aussi la réalité des débats qu'on a lorsqu'on discute.
Concernées par ces suppressions, 215 commissions auprès des ministères sur 645 et 133 commissions départementales sur 198. Résultat, pas de suppression de postes, mais selon les chiffres du gouvernement, la possibilité de récupérer l'équivalent en heures de travail de 3 000 à 3 500 emplois de fonctionnaires. Une économie cependant toute relative pour les deniers de l'État. C'est pas parce qu'une économie est faible qu'il ne faut pas la réaliser. Mais il faut être conscient du fait que ça ne représentera en réalité qu'une goutte d'eau. Alors, est-ce que cela veut dire qu'à l'avenir, il n'y aura plus de création de commissions? C'est vraiment une bonne question. Je pense qu'il faut en créer lorsque c'est nécessaire. On ne sait pas s'il a fallu une commission pour décider de ces suppressions. En tout cas, il y a fort à parier que ces mesures ne rencontreront pas beaucoup d'opposition. Et toujours à propos d'économie du train de vie de l'État, le ministre de la fonction publique, Renaud Dutreil, vient d'annoncer la vente des locaux parisiens de l'ENA. 6 000 m² en plein centre de la capitale, valeur estimée 40 millions d'euros. L'école de l'élite a déjà en partie déménagé vers Strasbourg. Ce sera fait en quasi-totalité à partir du 1er janvier. On attend beaucoup d'autres annonces dans les jours qui viennent et notamment dès demain avec une conférence de presse de Nicolas Sarkozy. Parmi les pistes évoquées toujours à propos d'économie, il y a la fin de la redevance télé sous sa forme actuelle. Elle serait adossée à la taxe d'habitation. François Baudonnet, Jacques Deveau. Toutes les émotions pour 1,38 franc par jour, c'est ça la redevance. La redevance, c'est ça, mais surtout depuis plus de 50 ans, c'est la taxe que les Français ont le plus de mal à régler. L'an dernier, par exemple, au moins 2 millions de foyers ont fraudé, soit presque une personne sur 10, et un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d'euros. En cause, la déclaration au moment de l'achat du téléviseur. D'où une réforme depuis des années dans les cartons de Bercy, mais que Nicolas Sarkozy pourrait annoncer demain. La redevance serait perçue avec la taxe d'habitation, et ceux qui n'ont pas de poste de télévision devront alors le déclarer sur l'honneur. Le ministre de l'économie espère ainsi réduire la fraude. Les syndicats, eux, sont persuadés du contraire. Les contribuables s'apercevant rapidement que les moyens de lutte sont limités, voire très limités, et donc avoir une fraude qui deviendrait très rapidement totalement inacceptable et qui priverait l'audiovisuel public d'une bonne partie de ses ressources. Mais l'objectif principal de cette réforme, c'est bien sûr diminuer le nombre de fonctionnaires employés à la collecte de cette taxe. Aujourd'hui, ils sont 1500 en France, dont plus d'un tiers ici à Rennes. Réformer la redevance reviendrait à devoir leur trouver une nouvelle affectation, un défi social qui a fait reculer plusieurs ministres de l'économie. Et toujours à propos d'argent public, on en vient maintenant à cette décision très attendue, celle qui concerne l'UNEDIC. Après la victoire de ceux qu'on a appelés les recalculés, une réunion vient de s'achever sur les modalités financières d'un nouvel équilibre avec tous les partenaires. Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohésion sociale, est là pour nous en annoncer les résultats. D'abord, on récapitule pour ceux qui n'ont pas bien suivi ce dossier un peu complexe avec Martin Gouès. Marseille, le 15 avril dernier. La CEDIC est condamnée. Une décision qui a ouvert une brèche. Le jugement demande aux ACEDIC de rétablir les indemnités des chômeurs exclus du PAR. En passant la durée d'indemnité de 30 à 23 mois, l'UNEDIC devait faire des économies. C'était sans compter sur la ténacité des chômeurs, de plus en plus nombreux à demander le rétablissement de leurs droits. La réintégration des recalculés coûterait entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros, une somme qui s'ajoute aux 7 milliards de déficit de l'assurance chômage. Le système est au bord de la faillite, alors les syndicats demandent une hausse des cotisations patronales. Plus 0,2%, ce serait une manne de 800 millions d'euros. Du côté du MEDEF, on a opposé une fin de non-recevoir, un niet à toute augmentation des cotisations. Voilà, Jean-Louis Borloo, ministre de la Cohésion sociale. Donc, est-ce que les chômeurs vont être réintégrés comme ils le souhaitent et qui va payer? Alors, il y avait une double crise, une triple même. La première, un risque d'annulation, on n'en parle pas dans votre reportage, de l'ensemble des conventions devant le Conseil d'État dans quelques jours. Devant cette situation qui aurait été dramatique pour tout le monde, les cotisants, les chômeurs, il fallait que l'État prenne ses responsabilités. C'est fait à partir d'aujourd'hui. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin m'a autorisé à prendre les mesures d'agrément ou de décret pour financer normalement le paiement des cotisations de chômage pour tous les chômeurs. Reste le cas
de la mise en route de la réforme avec ce qu'on appelle, en termes un peu malheureux, les recalculés. Ceux qui ont fait l'objet de beaucoup de décisions judiciaires dans les Bouches-du-Rhône et certaines qui sont à venir. Là, les syndicats ont eu du mal à se mettre d'accord entre eux et finalement ont demandé à l'État d'intervenir, d'arbitrer d'une certaine manière. Alors là, la position, elle est à cette heure-ci parfaitement claire. Nous l'avons communiqué aux syndicats. Nous avons travaillé depuis 8 jours avec les uns et les autres, les signataires de la réforme et les non-signataires de la réforme, pour une position simple. À partir d'aujourd'hui, ceux qu'on appelle les recalculés sont réintégrés dans leurs droits, considérant que de bonne foi, il y avait un droit acquis, une forme de contrat ou un contrat, et donc qu'ils détenaient de parfaite bonne foi. C'est la décision de Marseille et des Bouches-du-Rhône. Il ne servait à rien d'attendre des décisions éternellement avec une situation d'incertitude générale. Donc les syndicats ont demandé au gouvernement de prendre ses responsabilités, ce que fait le gouvernement aujourd'hui et à cette heure-ci à la demande de Jean-Pierre Raffarin. Et pour aider cette prise en charge, le gouvernement a décidé d'aménager une créance qu'elle détient sur l'UNEDIC d'1,2 milliard d'euros, qui est en gros le coût de la réintégration de ces recalculés. Et cette créance de l'État, qui était exigible au mois de juin et prorogée de mois en mois, elle est aménagée, elle ne sera exigible que sur les excédents à venir de l'UNEDIC. Donc l'UNEDIC est allégé de ce montant-là et les partenaires sociaux peuvent à nouveau redémarrer, travailler dans un paritarisme, j'espère, apaisé. Alors on revient en détail simplement sur cette annonce. 1,2 milliard donc, mais on estime que le coût de réintégration des recalculés, c'était plutôt 2 milliards. Alors qui va payer les chiffres qu'on a sont entre 900 millions et 1 milliard 2, 3, 4. C'est le fonctionnement du paritarisme. L'État a fait sa part d'effort tout à fait significative. Maintenant, on revient au paritarisme. Les partenaires sociaux sont assez grands pour gérer le régime de l'UNEDIC. Ce qu'il fallait dans cette affaire, c'est une mesure de justice sociale, ce qu'avait demandé le Premier ministre, et en même temps que le paritarisme reprenne ses droits. Voilà, mais on est bien d'accord que ce sont les chômeurs qui avaient déjà signé un PAR qui sont réintégrés. Ceux qui le signent aujourd'hui ne seront indemnisés que sur 23 mois et pas sur 30 mois. La réforme qui a sauvé le régime de l'UNEDIC, elle continue bien entendu. La revendication, c'était les contrats en cours, et ces contrats en cours seront donc réintégrés. Jean-Louis Borloo, les syndicats réclamaient une augmentation des cotisations patronales de 0,2% ou un effort de l'État. Finalement, est-ce que ça n'est pas le contribuable qui se substitue au MEDEF? Vous savez, ça ne revient pas à ça. Non, quand il y a une hausse de cotisation, on l'a vu récemment, ce sont les salariés et le patronat. L'idée qu'il n'y ait que les uns ou que les autres n'est pas l'habitude dans ce genre de choses. L'État, devant cette situation de crise très grave, a pris ses responsabilités pour assurer les paiements, pour assurer le paritarisme et fait l'effort aux gestionnaires maintenant de faire tourner l'assurance, de faire tourner l'UNEDIC. J'ajoute qu'il a été également décidé, dans quelques temps, de faire une grande réunion de tous les partenaires sociaux, ceux qui sont signataires et ceux qui ne sont pas signataires, pour regarder la réalité de l'indemnisation en France. Il faut savoir que l'UNEDIC finance moins de la moitié des sans-emploi dans ce pays. Alors le plan de cohésion sociale qui va être annoncé dans quelques jours va apporter des efforts considérables de l'État sur le sujet de l'emploi, et un peu plus tard, on aura cette espèce de grande réunion de tous les partenaires sur l'UNEDIC. Parce que ce sera ma dernière question. Jusqu'à présent, le gouvernement Raffarin III, on a surtout entendu parler de rigueur, d'économie, y compris au sein de votre ministère, qui devait être la priorité, mais aussi plus de 600 millions d'euros ont été gelés. Alors où est la priorité? Parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu, Jean-Louis Borloo. Vous savez, depuis quelques semaines, moi qu'on puisse dire, c'est que je travaille sur 2 sujets. Régler ce dossier qui empoisonne les rapports sociaux dans ce pays, qui est perçu comme une injustice et qui, à certains égards, est une injustice sociale. Ça ne se fait pas par des déclarations tonitruantes. Il a fallu rencontrer chacun des partenaires, arriver à la conviction qu'il fallait changer d'épaule, sans fuser d'épaule sur ce sujet. Et puis, un plan de cohésion sociale, je vais vous dire, ça se fait à tout le monde. Ça se fait aussi avec les partenaires sociaux, avec tous les partenaires. On y travaille à fond. La politique, c'est pas forcément faire du spectacle, c'est essayer de résoudre les problèmes des gens. Vous dites ça en pensant à quelqu'un en particulier?
particulier? Non, 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 je dis ça parce que c'est vrai qu'on est dans un monde un peu d'information, de communication. On a le sentiment que si un ministre ne parle pas, il ne travaille pas. Eh bien, je souhaite que les Français sachent aussi qu'il peut y avoir des ministres qui travaillent sans parler. Merci Jean-Louis Borloo d'avoir réservé cette annonce à France 2. La Nouvelle Europe à 25 maintenant. Première image aujourd'hui avec la cérémonie d'accueil des 10 pays entrant au Parlement européen de Strasbourg. Les drapeaux apportés par les présidents des parlements nationaux ont été levés aux côtés des drapeaux des 15 et de la bannière étoilée européenne. Et puis 162 nouveaux députés ont ensuite gagné l'hémicycle aux côtés de leurs 626 collègues pour la première session donc élargie du Parlement, qui sera aussi la dernière, puisque vous le savez, on vote le 13 juin prochain. À l'étranger encore, le désaveu pour Ariel Sharon, c'est officiel, le Likoud a rejeté son plan de séparation avec près de 60% de voix des militants. Le Premier ministre israélien pensait avoir fait le plus dur en obtenant le feu vert de Washington, malgré les protestations des Palestiniens. Eh bien, le rejet est donc venu de son propre camp, où les colons sont influents. À Jérusalem, Charles Anderlin. Gardés par l'armée et la police, des jeunes colons manifestent et prient sur les lieux de l'attaque d'hier. Là où une mère de famille et ses 4 enfants ont été tués par 2 Palestiniens. Plus loin dans la colonie de Katif, des voisins, des amis sont venus soutenir David, le père. Il a perdu toute sa famille. Ce drame a endeuillé le mouvement des implantations au moment où il emportait une de ses plus importantes victoires, en empêchant l'adoption par le Likoud du plan Sharon. Et il n'y a actuellement aucune perspective politique au Proche-Orient. Je ne vois pas qui, dans le côté des Palestiniens, peut faire la paix. Et du côté israélien? Du côté israélien, nous, on peut faire la paix. Mais ils doivent accepter des conditions qui nous laissera les terres qu'on a maintenant et la sécurité qu'on a besoin dans le peuple d'Israël. Ils doivent arrêter le terror pour 4-5 ans pour qu'on commence à parler avec eux. Vous savez qu'aucun Palestinien n'acceptera ça. D'accord. Bon, alors c'est pas possible. Ariel Sharon, lui, sait que tôt ou tard, il faudra bien négocier. Et aujourd'hui, il a déclaré: tous ceux qui pensent que le vote du Likoud va stopper les efforts pour régler le conflit se trompent. Je vais présenter un nouveau plan incluant des changements. Jusqu'à présent, tous les plans de paix, toutes les initiatives politiques ont échoué et aux abords de la bande de Gaza, des chars israéliens attendent le moment d'entrer en action. En bref, la police turque affirme qu'elle a déjoué des attentats en préparation contre le sommet de l'OTAN qui se tiendra le mois prochain à Istanbul. 25 personnes soupçonnées de lien avec Al-Qaïda ont été interpellées ces derniers jours. L'Irak maintenant, la polémique sur les sévices infligés aux prisonniers rebondit en Grande-Bretagne. Les experts sont très sceptiques sur l'authenticité des photos publiées dans la presse. Laurent Boussier, Dominique Marotel à Londres. Acte d'humiliation ou mise en scène photographique, depuis 48 heures, ces documents qui montrent des soldats britanniques frappant un prisonnier irakien avant de lui uriner sur le corps sont au centre d'une polémique qui secoue aujourd'hui la Grande-Bretagne. On peut avoir des doutes sur ces photos qui apparaissent juste 24 heures après celles des exactions américaines. Et puis on ne reconnaît aucun soldat sur ces clichés. Des clichés qui paraissent un peu trop soignés pour être authentiques. Comme la plupart des experts, la presse de Londres se montrait ce matin très sceptique et relevait plusieurs indices douteux sur les clichés. Le fusil pointé sur la tête du prisonnier serait un SA-80 modèle 1, alors que les soldats britanniques en Irak sont dotés du SA-80 modèle 2. Les Rangers lacés de façon inhabituelle, ou encore la cartouchière d'un modèle différent de celui fourni aux troupes. Ces documents sont vrais. Des centaines de photos de ce type circulent sous le manteau. Grâce aux témoignages, certes anonymes, de 2 soldats, le Daily Mirror, à l'origine de cette polémique, confirme, lui, la véracité de l'histoire. Vrai ou faux cliché, pour le ministère de la Défense, le mal est de toute façon déjà fait. Malgré l'enquête demandée par les autorités, l'armée britannique a perdu la confiance des Irakiens. Et ici, cette affaire conforte les opposants à cette guerre et évidemment affaiblit un peu plus Tony Blair. Les États-Unis ont annoncé pour leur part avoir annoncé des blâmes à 7 officiers qui se seraient rendus coupables de ces supplices. En Côte d'Ivoire, c'est le président Gbagbo qui est directement mis en cause dans le rapport d'enquête de l'ONU sur la répression d'une manifestation de l'opposition il y a quelques semaines. Une répression soigneusement planifiée et exécutée selon les termes de ce rapport. L'ONU qui parle de 120 morts et de plus de 270 blessés.
Un anniversaire en France, celui de la bataille et de la défaite de Dien Bien Phu face aux Viet Minh. C'était il y a 50 ans cette semaine, entre 11 et 13 000 morts, dont 3 000 Français. Une débâcle qui a précipité le retrait de l'armée française. Dans un instant, nous entendrons l'un des officiers de cette armée. D'abord, nous allons sur place. Les lieux ont été conservés à peu près en l'état. Et c'est avec 2 vétérans Viet Minh de l'époque que nos envoyés spéciaux ont effectué la visite, entre guillemets. Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume sur place. Ce devait être une place forte destinée à empêcher les infiltrations de combattants communistes à la frontière du Laos. Mais la position de Dien Bien Phu n'a pas résisté aux assauts du Viet Minh. Le colonel Vang Cao raconte à son compagnon d'armes comment cette colline, baptisée Eliane par les Français, est tombée entre ses mains le 5 mai 1954. Ils avaient creusé un tunnel et placé de la dynamite sous les positions françaises. L'explosion devait servir de signal pour l'assaut final. Après l'explosion, les soldats français étaient presque tous morts et on a pu facilement occuper la colline. Chaque unité a pris position et c'est comme ça qu'on a gagné l'une des phases clés de cette bataille. Dans ces tranchées, les survivants français auraient été achevés à la grenade. Quelques jours avant, le colonel Pirotte qui commandait l'artillerie s'était donné la mort pour avoir sous-estimé la capacité des Viet Minh à monter leurs canons sur les montagnes dominant la cuvette de Dien Bien Phu. Restait à obtenir la reddition du général de Castres qui commandait les quelques 10 000 soldats français ou alliés. Le colonel Dong Vinh avait 19 ans à l'époque et dirigeait une section de 12 hommes. Il n'était pas chargé d'arrêter le général de Castres, explique-t-il, mais un combattant de la force locale lui a dit que son PC était là, sous ce monticule. Dès cet instant, il a senti que la guerre était terminée. Tous les soldats français sont sortis avec un drapeau blanc ou les mains en l'air. Seul le général de Castres était resté à sa table de travail. Tout à coup, il m'a tendu la main. C'était surprenant. Je me disais, pourquoi devrais-je la serrer? J'ai crié « haut les mains ». Il s'est reculé, puis il s'est rendu. Les communistes vietnamiens auraient perdu plus de 8 000 hommes à Dien Bien Phu. Du côté français, on chiffre à 3 200 le nombre des tués. La longue marche des prisonniers fit aussi des centaines de victimes. Un sentiment de fierté donc côté vietnamien. Nous avons souhaité montrer ces images à l'un des vétérans français, le colonel Bijard. Reportage Thierry Curtet, Vincent Kellner. J'ai crié haut les mains. Il s'est reculé, puis il s'est rendu. Les gars qui sont sortis de cet abri ne levaient pas les bras, non, non. C'est bien la seule chose que Bijard, comme il aime encore lui-même à se nommer, rectifie. Pour le reste... Moi j'ai vu des types vraiment agonir dans les tranchées à 10 mètres de vous ne pouviez même plus aller les chercher, là, c'est derrière les barbelés, là. Donc c'était épouvantable. La guerre d'Indochine rentre dans sa 8e année lorsque le chef de bataillon Bijard est parachuté sur Dien Bien Phu. La propagande d'alors explique qu'il faut défendre le monde libre contre l'avancée communiste. Face à un ennemi très mobile, les généraux français optent pour la stratégie de la forteresse imprenable. La géostratégie militaire, c'était complètement con, quoi. C'était complètement con. Pourquoi ? Parce que s'enfermer face à combien de milliers de kilomètres de la métropole, à combien de kilomètres d'Hanoï, tout ça tenant compte de notre aviation, les moyens qu'on avait. Non, parce qu'on a cru que le Viet n'oserait pas attaquer ça, qu'il n'avait pas les moyens. Et de le faire savoir. Le temps est passé. Le général Bijard a tissé des liens d'estime avec ses anciens ennemis. Et il a été officiellement invité à Dien Bien Phu. Par-delà les erreurs stratégiques françaises, c'est, dit-il, le plus déterminé qui l'a emporté. La principale erreur, c'est que ça n'intéressait pas les Français. Vous n'avez pas le peuple derrière vous, il y en a qui sont revenus de captivité, 8 000 morts sur 11 000, on leur jetait des pierres quand ils sont rentrés en France. Alors non, l'erreur, c'est d'abord d'avoir fait cette guerre si loin, de dire vous vous battez pour la liberté, vous battez contre le communisme. La bataille perdue solde l'Indochine française. C'est l'Amérique qui dès lors prend sa place. Le général Bijard, lui, souhaite qu'un jour ses cendres soient dispersées au vent de Dien Bien Phu. L'avis des entreprises, soulagement ce matin, le virus informatique Sacer n'a pas eu l'effet redouté. Les grandes sociétés ont été peu touchées. Nicolas Châteauneuf, Sophie Rodier. Cet après-midi, ces habitants d'Helsinki en Finlande ont eu une mauvaise surprise. Les portes de leurs banques sont restées closes à cause d'un virus informatique qui rend fou les ordinateurs, un virus nommé Sacer.
Chez ce grand fabricant d'antivirus, les techniciens font face tous les jours aux créations toujours plus nombreuses des pirates informatiques. On a compté ces 4 derniers mois plus de virus dangereux qu'en 2003. Sacer est le petit dernier, il affecte les ordinateurs équipés de certaines versions de Windows et est vite devenu célèbre. 20 millions de PC ont été touchés pendant le week-end, et puis aussi parce que il n'y a pas besoin d'intervention humaine. Il suffit d'être connecté sur l'Internet pour que le virus touche le PC. Par contre, il n'a pas de danger particulier. Un virus informatique est un petit programme qui s'infiltre sur votre ordinateur. Il peut reprendre votre carnet d'adresses pour se propager et inonder vos amis de messages publicitaires. Il peut aussi collecter vos mots de passe et vos numéros de carte bancaire pour les donner à un tiers. Il peut enfin surveiller tous vos agissements et même prendre le contrôle de votre machine. En 2003, les virus auraient coûté près de 12 milliards de dollars aux entreprises mondiales. Une histoire de gros sous qui entretient une certaine suspicion dans le milieu informatique. Les maisons d'édition de tout type de logiciels, à cette fois, n'ont pas forcément intérêt à ce que leur logiciel soit sécurisé, parce que derrière, ça leur permet de vendre des patchs et des mises à jour. Avec Sacer, l'époque des petits génies en informatique en mal de reconnaissance est révolue. Aujourd'hui, fabriquer un virus peut vite devenir une profession à part entière. L'éducation avec cette initiative en Grande-Bretagne suivie de très près en France. L'école pour les parents. Lorsqu'un élève est en grande difficulté dans les matières fondamentales, c'est souvent que les parents eux-mêmes maîtrisent mal le calcul ou la lecture par exemple. Certains établissements ont donc décidé d'ouvrir la classe aux pères et aux mères le mercredi. Laurent Boussier sur place à Londres. Une petite dizaine de parents qui viennent s'asseoir avec leurs enfants sur les bancs du primaire. Une situation classique dans cette école d'Ipswich, au sud-est de l'Angleterre. Le plus important, c'est de savoir ce que les enfants apprennent à l'école et comment. Comme ça, nous pouvons les aider à la maison, sans être en contradiction avec la maîtresse d'école. Pour Kate Clifford, l'enseignante, le constat est simple. Les parents d'enfants en difficulté sont souvent eux-mêmes mal à l'aise avec l'écriture, la lecture ou le calcul. Notre but est d'aider les parents à améliorer leurs compétences en anglais, en lecture, en écriture, les encourager à passer des examens et même à trouver un emploi. Je suis un peu leur modèle. Je les aide à poser les bonnes questions à leurs enfants. D'où l'idée de l'école des parents. Une fois par semaine, pendant 10 semaines, le mercredi après-midi de 13h à 15h30, 8 à 10 parents volontaires viennent à l'école. Au programme, dialogue, apprentissage, lecture, révision. Parfois avec leurs enfants, parfois sans. Un moyen de retrouver la confiance en soi et l'écoute des enfants. J'écoute, j'observe la façon dont les parents et les enfants réagissent entre eux et je les guide puisque je suis également maîtresse d'école. Sentiment de honte, situation difficile à vivre. Pendant notre tournage, plusieurs parents ne voudront pas être filmés. Tous, en revanche, exprimeront leur satisfaction, leur plaisir à suivre ce programme. Claire nous autorisera même à venir chez elle pour nous montrer comment elle réussit maintenant à travailler avec son fils. Si Darren a besoin de conseils, il sait qu'il peut me demander et moi je sais ce qu'il fait à l'école et cela m'aide beaucoup. En Grande-Bretagne, pays qui a le plus fort taux d'illettrisme adulte d'Europe, cette formule école des parents est maintenant bien rodée. Chaque année, 100 000 d'entre eux retournent gratuitement avec leurs enfants sur les bancs de l'école. Santé, alerte à la tuberculose à Toulouse. La maladie a été détectée sur un étudiant en droit. Le patient n'est plus contagieux, mais un dépistage est tout de même en train d'être effectué sur 350 personnes, en majorité des étudiants. La tuberculose, rappelons-le, se guérit sans difficulté. Quelques 6000 cas sont recensés chaque année. Et à propos de santé, avis aux jardiniers amateurs. La lutte contre l'abus de pesticides est déclenchée. Une directive européenne entrera en vigueur à la fin juillet. Insecticides, désherbants, fongicides. Nous utilisons jusqu'à 5 fois plus de produits que nécessaire. 10 000 tonnes chaque année en France. Enquête, Laurence Decher, Frédéric Faure. Allô, Centre Antipoise, bonjour. Avec les beaux jours, c'est l'activité jardinage qui recommence. Conséquence, au centre Antipoison, 1500 appels de jardiniers du dimanche, rien que pour la région parisienne. Là, on entre vraiment dans la période où les gens qui ne sont pas professionnels vont être exposés à des produits phytosanitaires qu'ils achètent pour leur propre jardin et pour un usage purement personnel. Des granules bleues qui semblent anodines, jetées à main nue. Pourtant, comme tous les pesticides, ce produit anti-limaces n'est pas sans danger. Ce jardinier a même dans son cabanon de vieilles boîtes retirées de la vente.
Normalement, c'est un produit interdit, hein. Le Gézal. Cet homme s'est donné une mission, alerter les jardiniers du danger des pesticides. C'est un insecticide lourd, polluant, hein, et qui est toxique pour vous-même, au niveau de votre santé. Je crois qu'il faut le bannir de votre armoire à pharmacie. En fait. Bon, Certains vont même jusqu'à utiliser de vieilles recettes, l'huile de vidange, pour traiter les poiriers. Ça fait 15 ans que je les traite comme ça, et ça leur a jamais des plus sans doute. Hein. Et vous ne pensez pas que ça pollue? Bah non, parce que l'huile reste là et ne descend pas dans la terre. Hein. Si ça descend dans le sol, et ça peut rejoindre éventuellement, au bout d'un certain temps, les nappes phréatiques. En 2 ans, des centaines de produits ont été retirés de la vente pour leur nocivité sur la santé et l'environnement. Pourtant, il y a encore du choix, des rayons entiers dans les jardineries. Prêts à l'emploi ou concentrés, les consommateurs veulent des solutions miracles, surtout pour leurs mauvaises herbes. Les arracher une à une, c'est long, non, mais je pense que ce n'est pas possible. Ça c'est plus facile, même si ça pollue évidemment. Incitation à la pollution, incitation à la consommation, tout est fait pour attirer les clients vers ces poisons qu'on appelle les médicaments des plantes. La réglementation dit c'est des produits dangereux. Et là, vous avez un produit dangereux avec 25% gratuit. Donc c'est une sorte d'incitation à la consommation par les particuliers. On vous dit, allez, on peut vous en offrir. Normalement, le particulier, s'il en a besoin de telle quantité, il en a besoin de telle quantité, il n'en a pas besoin de plus. C'est un peu comme si vous achetiez un médicament et puis qu'on vous offrait 2 tablettes gratuites. Excusez-moi, madame, je cherche un vendeur au rayon jardinage. Jardinage, je pense qu'il n'y a personne à sortir. 40% de ces produits se vendent en grande surface. Difficile dans ce magasin d'obtenir un conseil. Un produit pour traiter les rosiers et les poiriers. On avait de la rouille, il nous fallait un produit contre la rouille. Moi je connais pas mon niveau de la rouille sur les rosiers, j'ai jamais entendu parler. Moi je pourrais pas vous renseigner. Dans les 5 grandes surfaces que nous avons testées, les vendeurs se contentent toujours de lire comme nous les étiquettes. Le 1er juillet, tous les magasins devront avoir formé au moins un vendeur sur 10 à ces produits chimiques. Ce nouveau logo rappellera également aux jardiniers qu'ils seraient responsables du quart de la pollution de l'eau. 2 mesures pour que tous ceux qui ont la main verte n'aient pas trop la main lourde sur les pesticides. Les loisirs encore, mais cette fois dans une catégorie réservée aux multimillionnaires. Le luxe se porte bien, comme souvent, pendant les crises économiques. Et en Italie, une entreprise s'est spécialisée dans la construction de bateaux de rêve. Un seul modèle sort des ateliers chaque année. Il faut compter 30 millions d'euros, mais le carnet de commandes est plein. Gérard Grisbeck, Romain Potocki à Rome. Un bateau unique au monde, ou presque, un voilier de 56 mètres de long, la moitié d'un terrain de foot. Un bijou à la taille démesurée. L'entreprise Perini s'est installée dans le port de Viareggio sur la côte Méditerranée. Dans le hangar, le mât du futur bateau, tel un mille-pattes en acier, est déjà prêt à trouver sa place. Chaque objet est un objet précieux. Ici, nous sommes sur le pont de 54 mètres. Et voilà, nous sommes ici dans une cabine presque terminée. Il n'y a pas de bruit. Grâce au système d'insonorisation, on a installé les matériels audiovisuels et on a aussi terminé toute la boiserie. Un luxe incroyable qui nécessite un chantier où chaque geste doit être particulièrement minutieux. Un bateau fait main pour 30 millions d'euros. Les prix de ces bateaux sont un peu fous, je pourrais dire. Mais ils sont aussi des objets particuliers qui vont coûter beaucoup parce qu'il y a besoin d'à peu près 500 000 heures de main-d'œuvre pour construire un bateau comme ça. À ce prix, les moyens techniques les plus modernes facilitent la marche du bateau. Mais l'acheteur, qui ne vit jamais dans le besoin, loue en général tout un équipage. Aujourd'hui, une trentaine de bateaux comme celui-là naviguent autour du monde. Propriété d'industriels, plutôt européens, mais discrétion oblige, on n'en saura pas plus. L'adieu à Patrick Béraud. Plus de 400 personnes ont assisté aux obsèques de l'alpiniste ce matin à Chamonix. Patrick Béraud, je vous le rappelle, est mort la semaine dernière alors qu'il tentait d'enchaîner les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes. Il avait 47 ans. La danse avec un spectacle qui sera présenté au Festival de Montpellier à la fin du mois de juin. N, une création d'Angeline Prejlocage, sur scène de vrais danseurs et des danseurs virtuels inspirés des jeux vidéo. Bruno Ledreff, Régis Maté. Ça fait vraiment le hack.
Au premier coup de caméra, ça ressemble bien à une répétition normale. 1, 2, 3, 4, 5. Mais dans la salle d'échauffement, on découvre un tout autre univers. Ordinateurs et informaticiens qui transforment certains danseurs en personnages de jeux vidéo, et ça leur fait tout drôle. Moi, j'ai pas l'habitude de me regarder moi-même comme ça, parce que ça c'est vraiment différent. C'est vrai qu'il n'est pas très ressemblant. Une évolution qu'il doit à Angelin Preljocaj, l'un des chorégraphes les plus inventifs du moment. Pour son nouveau spectacle, Preljocaj fait appel à 2 artistes multimédia, le groupe Granular Synthesis. Et 3 créateurs dans la même salle, ça peut rapidement tourner aux histoires de crocodiles dans le même marigot. On sent bien quand même tous les 3 qu'on est arc-boutés sur le même désir de faire la meilleure œuvre possible, le meilleur spectacle possible, sans renoncer chacun à nos propres convictions artistiques. Mais si on arrive à le faire, je crois que ce sera une belle réussite. Est-ce que tout le monde est prêt? Are you ready, Kurt? And Friedrich? Yeah, very ready. Okay. Tout le monde étant very ready, tout à fait prêt, la première répétition grandeur nature pouvait débuter avec un peu d'inquiétude tout de même. Pas d'interview. Désolé, là je crois que à ce moment-là ça va être très dur. Ouais, c'est pas bon. Il y a beaucoup de tension là. De concentration, ouais. Image rare d'un ballet en cours même d'élaboration. Lorsque la lumière revint, les artistes se montrèrent comme il se doit assez critiques. Pas arrivés, certes, mais heureusement il reste encore 2 mois avant la première, fin juin, à Montpellier. Sport, football et un rappel, Lyon a sauvé les meubles hier à Bordeaux en arrachant le nul, 1 partout, but de Chamac pour Bordeaux. Et but de Dorasso pour les Lyonnais, à 3 minutes de la fin du match. Les Lyonnais qui comptent 2 points d'avance sur Monaco et 3 sur le PSG. Rien n'est joué donc à 4 journées de la fin. Et puis l'image du week-end comme chaque lundi, c'est la joie de Silvio Berlusconi. Le chef du gouvernement italien assistait à la victoire de son club hier, le Milan AC, champion, mathématiquement champion. Il ne peut plus être rejoint après sa victoire face à Rome 1-0 et avec quelques incidents, vous le voyez, en fin de match. Avant de se séparer, un mot de la journée pour la liberté de la presse, pour lutter contre la censure. L'association Reporters sans frontières invite les rédactions du monde entier à parrainer des journalistes emprisonnés. Ils sont 134 actuellement. Voici le filleul de France 2, il s'appelle Gao Qinrong. Il est chinois, il a 49 ans, il est détenu à Pékin depuis plus de 5 ans. Nous espérons avoir de ses nouvelles. Sachez que le nombre de journalistes tués l'an dernier a presque doublé par rapport à 2002. Autre initiative de Reporters sans frontières, cet album de Dominique Isserman, des photos de stars, Isabelle Adjani, Vanessa Paradis ou Carla Bruni, 8 € en kiosque au profit des familles. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. Les nuages reviennent, 20h55 Maigret, 22h30 complément d'enquête, mort subite, dopage, des sportifs en danger. On repense bien sûr notamment à l'affaire Pantani avec Benoît Duquesne. Minuit et demi, dernier journal, Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin. Dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Bernard Thibault. On se quitte sur ces images d'une pièce de théâtre sous l'eau, dans une piscine. Il n'y a pas de dialogue, évidemment. Les acteurs de cette troupe russe évoluent sans appareil respiratoire. Ils ne font qu'une représentation par an, faute de place dans les salles de spectacle. À demain.